Bonjour à toutes et à tous. Merci Julien pour cette introduction. Juste en termes de timing, on a bien 1 heure de conversation ensemble et 10 minutes, 15 minutes de questions-réponses avec la salle, c'est ça? Je te ferai signe, mais a priori, on est à peu près sur ce canevas. Dès qu'on entend la musique, on démarrera les questions. Donc bon, vous allez bien? Super. Donc, État, réseaux sociaux et société civile peuvent-ils coopérer contre les infox? On a déjà eu de bons éléments d'introduction avec David Chavalarias, merci beaucoup. Je ne vais pas vous présenter, puisque voilà, maintenant tout le monde a saisi que vous étiez donc mathématicien, directeur de recherche au CNRS. Henri Verdier, vous êtes ambassadeur français pour le numérique, bonjour. Thibaut Brutin, bonjour, vous êtes adjoint au directeur général chez Reporters sans frontières, RSF, et en charge de la Journalism Trust Initiative, la JTI, dont nous aurons l'occasion de reparler. Aïcha Dabo, bonjour. Vous êtes cofondatrice d'Africtiviste, Ligue des blogueurs et cyberactivistes africains pour la démocratie. J'aimerais commencer avec vous, Aïcha. Quand on voit dans cet intitulé « État, réseaux sociaux et société civile », vous constituez la société civile et vous avez très souvent l'État d'un côté, les réseaux sociaux de l'autre. Et nous, là, la question, c'est peuvent-ils coopérer? J'ai déjà envie de dire, la façon dont ils se parlent, quand bien même ils se parlent, est très diverse selon les pays. Effectivement, bon, on peut collaborer, c'est un fait, mais c'est des intérêts divers, en fait, qui ne s'alignent pas souvent, parce que pour les plateformes, il y a l'aspect économique. Pour les États qui ont plus tendance à restreindre, d'abord réprimer, avant de penser aux droits fondamentaux, et la société civile qui est au milieu en essayant de s'assurer que il y a en fait, les droits des citoyens sont pris en compte, respectés et tout, et que les deux ne communiquent pas en excluant la société civile. Parce que, bon, dans les pays où nous intervenons, souvent, la société civile n'est pas toujours audible parce qu'il y a deux pouvoir, si je peux utiliser, il y a le pouvoir des GAFAM et il y a le pouvoir des États qui sont des États qui peuvent réprimer, qui peuvent faire des demandes concrètes aux plateformes. Et souvent, c'est plus dans la répression que d'essayer de trouver des solutions. Aïcha Dabo, Africtiviste, fait de la sensibilisation, fait de la formation au fact-checking, à l'investigation en ligne, de l'accompagnement d'acteurs de la société civile, de journalistes, et vous faites aussi du plaidoyer. Dans ces activités de plaidoyer, que demandez-vous aux États et que demandez-vous aux réseaux sociaux et aux plateformes? Pour ce qui est des États, en fait, le fondement et la base, et comme pour nous, c'est une organisation panafricaine, donc c'est la Charte des droits de l'homme et des peuples africains, donc les droits fondamentaux, parce qu'il y a beaucoup de textes que les États ne respectent pas. Donc la base, c'est ça. Comment respecter le droit des citoyens, comment s'assurer que les droits fondamentaux, on peut bien réguler sans porter atteinte aux différentes libertés, comme liberté d'expression et d'opinion. Ça ne veut pas dire que c'est la porte ouverte aux fausses informations et à la désinformation. Et pour ce qui est des échanges avec les plateformes, c'est en fait plus de transparence, plus d'investissement parce qu'ils gagnent assez d'argent, donc ils doivent plus être impliqués dans tout ce qui est éducation au numérique, surtout pour ce qui est des règles d'utilisation qui sont souvent des textes très, très kilométriques que même ceux qui peuvent lire le français ou l'anglais ne comprennent pas. Donc, s'adapter davantage au contexte africain, parce que déjà, le fait qu'on ait plusieurs langues, on ne peut pas couvrir toutes les langues dans un pays, mais au moins les langues majeures qui aient des contenus assez... des capsules ou bien des audios qui expliquent un peu le b.a.-ba. Donc ça, c'est un début. Pour les États aussi, c'est... qui s'impliquent davantage dans l'éducation aux médias et l'éducation au numérique. Mais aussi, il y a, bon, c'est discuter pour discuter, juste pour dire que oui, on a échangé avec la société civile, alors que lorsque les décisions se prennent, ils ne prennent pas en compte ou bien on n'est même pas au courant. Donc ça, c'est quelque chose qui doit évoluer, changer. Thibaut Brutin, du côté de Reporters sans frontières, évidemment tout cela vous parle beaucoup, mais vous êtes aussi intéressé en premier lieu de voir comment les médias peuvent agir à leur niveau en matière de lutte contre les infox.
Oui, parce que notre conviction à Reporters sans frontières, c'est que les plateformes de réseaux sociaux ou les moteurs de recherche, les agrégateurs de contenu sont devenus parfois par accident, d'autres fois par intention, des acteurs dominants et structurants de l'espace public. Et c'est vrai que comme le journalisme est un secteur compétitif, et ça fait partie de ses forces pour se réinventer, il nous semble vraiment intéressant aussi de créer des dynamiques communes pour faire en sorte que les médias puissent reprendre la main. De la même façon d'ailleurs que les gouvernements, à notre sens, avec des garanties démocratiques, doivent aussi reprendre la main sur les réseaux sociaux, puisque nous sommes dans une situation où notre espace public a été délégué à des acteurs privés. Alors, il faudrait restaurer peut-être le contrôle démocratique sur les acteurs privés qui composent cet espace. Mais à notre sens, il y a aussi un effort de la part des médias pour se réinventer, pour se remobiliser, pour donner des signaux aux plateformes qui, il faut le reconnaître, travaillent dans une diversité de pays, de langues, de cultures journalistiques qu'ils ont parfois du mal à comprendre. Donc on est tout à fait d'accord pour blâmer les plateformes, mais aussi, à notre sens, il faut créer des initiatives structurantes qui permettent au secteur journalistique de trouver un front commun, une unité pour faire valoir ses intérêts au sens économique, mais aussi sa voix au sens démocratique dans ce monde digital. Henri Verdier, vous avez été entrepreneur dans le secteur du numérique. Vous êtes maintenant depuis plusieurs années ambassadeur pour le numérique en France. Pour vous, Internet est un commun. Et pour faire écho à ce que vient de dire M. Brutin, vous constatez, vous, que des entreprises innovantes ont créé du privé sur Internet et que du coup, eh bien, il y a des espaces et des nécessités de se parler, mais qui ne sont pas forcément présentes actuellement. Oui, c'est un des aspects les plus frappants, c'est que finalement on vit dans un espace public qui est privé et qui est déformé, qui n'est pas neutre, qui est conçu pour servir un modèle économique et qui amène tous les problèmes dont a parlé David. Mais j'avais envie en 3 phrases de répondre à la question qui nous est posée. État, société civile et entreprises peuvent-ils coopérer? D'abord, ils doivent. Il n'y a pas d'autre solution démocratique que de réussir à trouver des réponses publiques collective, transparente, négociée, confrontable. Et ça, c'est un des aspects les plus importants, c'est-à-dire si on croit qu'on va pouvoir faire face à ces problèmes par de l'autorégulation des entreprises, bon, d'abord, je n'y crois pas. Et ce que j'observe montre qu'elles n'en ont pas la moindre intention. Mais même si elles étaient capables de le faire et qu'elles avaient envie de le faire, ça ne serait pas satisfaisant. Si M. Musk ou M. Zuckerberg nous disaient « vous inquiétez pas, je protège la démocratie », ça ne serait pas rassurant. Et si on attend des États qui fassent ça tout seuls, vous l'avez dit, madame, mais vous avez raison, même avec la meilleure volonté du monde, un gouvernement pensera toujours que l'opposition ment, exagère, déforme, et que quand même, on ne peut pas dire des choses comme ça, etc. Donc c'est un enjeu majeur de savoir comment, David l'a dit, on va s'organiser pour retrouver collectivement des réponses. Et juste pour ne pas être trop long, et ça ne peut pas être non plus dans une espèce de grande foire un peu bisounours. C'est-à-dire, bien sûr, et vous l'avez dit, ces acteurs ont des intérêts, chacun. Les États ont toujours une tentation de déraper un peu. Les entreprises sont prêtes à tout, à condition que ça ne menace pas un business model. C'est pas seulement, on est tous dans la salle, on s'aime et on va trouver une solution ensemble. Il faut construire des situations, des rapports de force, des obligations de transparence et des processus et je termine avec ça, pour que globalement, le système des médias, incluant la presse, la télévision, les réseaux sociaux, le monde académique, etc., soit plus favorable, on ne peut pas faire mieux, plus favorable à l'émergence de la vérité. Personne ne sait tout à fait où est la vérité. Ça ne compte pas. Il ne faut pas aller se battre pour interdire toutes les erreurs, tous les mensonges, et mettre dans la tête des gens les faits ou la vérité. Il faut que le système, tel qu'il fonctionne, soit favorable à l'émergence de la vérité. David Chavalarias, ces plateformes de réseaux sociaux n'ont du pouvoir que parce qu'on les utilise. C'est aussi ce que disent vos travaux. Le fait est qu'il y a aussi une polarisation qui pousse aux extrêmes et à des débordements. Oui, alors, ce que j'essaie de montrer, c'est que effectivement, ce qui a été évoqué juste là maintenant, c'est que
l'architecture de ces plateformes en fait favorise l'émergence de polarisation du débat et qui est aussi une instrumentalisation de ces plateformes vers de la polarisation parce qu'il y a des intérêts politiques et géopolitiques. La question c'est combien de temps on accepte de communiquer sur des plateformes où il y a ce genre de biais en tant qu'individu, donc au niveau de la société civile, et combien de temps les États accepteront que les espaces de discussion et de formation des opinions, parce que c'est vraiment de cela dont il s'agit, hein, c'est formation des opinions, des groupes sociaux, donc combien de temps on accepte que les lois de ces espaces-là soient régies de manière privée avec des intérêts qui sont orthogonaux en fait, ou indépendants des intérêts démocratiques. Et donc là, une question que j'aimerais bien poser, enfin d'ailleurs je ne suis pas le seul à poser, c'est pourquoi il n'y a pas plus, si vous voulez, d'efforts des États, parce que du côté de la société civile, il y en a, hein, pour développer des nouvelles formes de réseaux sociaux qui soient plus distribués, plus ouverts, avec d'autres types de gouvernance. Parce que c'est pas, ce qui est important de rappeler, c'est que c'est pas des technologies qui sont, c'est pas comme aller sur la Lune, hein, faire un réseau social. Hein, franchement, c'est pas grand-chose. Après, faut des moyens techniques, il faut savoir faire des serveurs, mais c'est pas, voilà. Donc, si vous voulez, si on regarde le coût induit par un dysfonctionnement d'un réseau social comme Facebook ou Twitter au niveau démocratique et puis en termes de dissensus, etc., par rapport au coût qu'on devrait investir pour avoir de meilleurs réseaux sociaux libres, ouverts, etc., en fait, c'est démesuré. Et donc là, il y a vraiment un problème de décision publique, je pense. Le chercheur que vous êtes a-t-il déjà été reçu par des responsables des plateformes, des grandes plateformes ? Je veux dire, savez-vous si votre livre a été lu ? Parce que vos constats, je veux dire, ils sont sans appel. Ces études-là sont-elles, ne serait-ce que regardées chez Meta, Twitter et autres ? Alors, j'ai pas interagi suite au livre, j'ai interagi un peu avec Twitter parce que je leur demandais des choses, mais c'était les services en gros de recherche. J'ai eu des interactions avec les plateformes par rapport aux travaux que je faisais, notamment des grandes plateformes, mais c'était plus pour un peu draguer les chercheurs, pour leur dire on va vous donner des données, comme ça vous resterez sages. Donc, mais sinon pas plus que ça. Mais ce que j'essaye de montrer, et ce qui est vraiment un secret de Polichinelle, c'est qu'en fait, ils sont tous au courant. Frances Haugen l'a bien révélé. C'est-à-dire que les mémos internes de Facebook démontraient que Instagram nuisait aux adolescents, démontraient que quand ils avaient changé leur algorithme de recommandation, il y avait eu plus d'hostilité, etc. Mais ça a augmenté les revenus économiques. Donc ils le savent en fait. Hein, ils le savent, sauf que secret des affaires leur permet de cacher ce qu'ils savent, comme de même que les pétroliers ont pu cacher le fait qu'ils savaient que le réchauffement climatique allait arriver à cause de leurs extractions, de même que l'industrie du tabac a pu cacher que le tabac causait cancer. Donc, je dirais comme verdict, il ne faut pas être bisounours de ce côté-là. Aïcha Dabo, pour coopérer, il faut déjà se parler. Vous, au niveau d'Africtiviste, avez-vous des interlocuteurs directs chez Meta, chez Twitter, chez TikTok peut-être leur parlez-vous régulièrement ? Avez-vous un mail auquel écrire, un numéro de téléphone peut-être ? Oui, cela est effectif avec Meta. Maintenant, pour ce qui est de Twitter... Donc avec Meta, ça veut dire que vous parlez ? Oui, on se parle, on échange et on a des discussions. Lorsqu'on a des interpellations, des questions, on peut directement les contacter et échanger avec eux. Et bon, pour le moment, en tout cas, ils sont plus ouverts. Ça ne veut pas dire que tout est rose, mais déjà le fait qu'il y ait une communication, une écoute, c'est déjà un bon début. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à améliorer, mais bon, c'est un processus. Chez Twitter, vous aviez des contacts dans leur bureau au Ghana, mais qui a fermé suite à la reprise en main du réseau social par Elon Musk. Plus personne maintenant pour Twitter en Afrique ? Non, pour le moment, non. Pour le moment, non. Et pour TikTok, il y a une prise de contact, donc... parce que récemment, en fait, je pense que c'est au niveau mondial, TikTok est devenu assez viral. Donc, et ainsi que les dérives aussi. Mais en tout cas, dans le cadre de notre travail de plaidoyer et d'échange, nous espérons établir le contact. Thibaut Brutin, du côté de Reporters sans frontières, donc vous développez cette initiative de certification, la JTI. Peut-être pouvez-vous expliquer pour notre audience en quelques mots ce que c'est et surtout nous dire ce qu'en pense Meta
au premier rang. Peut-être juste pour rebondir sur ce qui a été dit sur les plateformes, les plateformes ou les agrégateurs de contenu sont très très forts pour mettre en face des ONG des gens. Alors ça, ils sont spécialistes. Est-ce qu'il y a une discussion où la réponse est très souvent oui. Est-ce qu'elle est productive? La réponse est très souvent non. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que dans la stratégie même des plateformes, l'idée de tendre la main, de payer des gens pour nous faire perdre notre temps, c'est un sport. C'est quelque chose qui est vraiment fascinant. Il y arrive parfois qu'il y ait des conversations constructives. On pourra en parler avec Microsoft. Nous, on a un engagement qui nous paraît satisfaisant. Il arrive aussi parfois qu'il n'y ait pas du tout de conversation. C'est le cas par exemple avec TikTok, nous, ou avec Telegram, qui sont des plateformes qui jouent le retrait. Ils ne jouent pas du tout. Mais pour le reste, l'idée, c'est d'alimenter une conversation. Et est-ce que cette conversation, elle porte sur les problèmes? Ça, c'est très souvent le cas. On parle de « Ah, mais pourquoi tel compte a été suspendu? Pourquoi tel média a été démonétisé ?» Ça, on peut avoir ce genre de conversation. Parfois, on arrive à avoir des solutions. Mais est-ce qu'on arrive à revenir à la radicalité, c'est-à-dire à l'origine du problème? Là, c'est beaucoup plus difficile et les portes se ferment. D'ailleurs, vous avez des équipes différentes qui ne communiquent pas, l'équipe produit, l'équipe policy, et c'est très intéressant de voir ça. Sur la Journalism Trust Initiative. Voilà, sur la Journalism Trust Initiative, qui est donc une initiative de liste blanche plus que de liste noire des médias. Oui, notre ambition à RSF, c'est de proposer à ces acteurs du numérique des façons de distinguer ce qui relève du journalisme et ce qui n'en est pas. Et c'est quelque chose de très important aussi de ne pas être uniquement dans une liste noire, parce que c'est la grande demande de la plupart de ces plateformes, c'est d'éviter les harmful content, tous les contenus qui peuvent contribuer à la désinformation. Mais nous, ce qu'on leur dit, c'est que même si on enlève les mauvais contenus, il reste la question fondamentale de la place des contenus journalistiques, des contenus d'information qui favorisent la liberté d'expression, la liberté de la presse, mais aussi la liberté d'opinion du citoyen qui est sur ces réseaux. Et donc pour cela, il faut distinguer. Et la Journalism Trust Initiative, c'est une norme au sens d'une norme ISO qui a été développée par 400 parties prenantes entre 2018 et 2019. Désormais, ce référentiel qui porte à la fois sur l'identité des médias, mais aussi sur les processus au sein de la rédaction, est disponible pour l'auto-évaluation et la certification. C'est-à-dire que les médias ont une plateforme en ligne sur laquelle ils peuvent valider, vérifier à quel point ils sont au niveau de cette norme. Mais aussi, on offre un service de certification où Deloitte, des certificateurs spécialisés dans les médias aussi, viennent vérifier les réponses des médias. Donc ça, c'est le stade ultime de la certification de la JTI. Et Meta est a priori plutôt, pas vraiment favorable à la JTI. Oui, c'est vrai que Meta n'est pas encore à un niveau de conversation qui nous paraît satisfaisant sur la JTI. Avec Google, on a une conversation qui est plus constructive. Ce qui importe, et je ne veux pas, après avoir dit beaucoup de mal des plateformes, en dire beaucoup de bien tout d'un coup, mais ils ont quand même un problème qui est l'action sur près de 200 pays, dans des langues, des contextes culturels qui sont parfois compliqués à maîtriser. En plus, on voit que beaucoup de plateformes ne mettent pas les moyens pour comprendre ces territoires. Et donc, la JTI, par exemple, constitue pour eux une forme de solution. Si on passe à l'échelle, ça leur permet d'avoir un dénominateur commun qui vaut pour l'ensemble de la presse et des médias dans la majorité des pays du monde, puisque ce référentiel, il est disponible pour la presse écrite, la radio, la télé, les pure players, mais dans toutes les langues du monde. Donc c'est quelque chose qui vaut pour un petit média comme un grand média, et ça peut vraiment les aider à distinguer, à fournir une découvrabilité accrue, fournir des publicités qui soient au niveau, une modération appropriée aussi, c'est très important, ce genre de choses. Henri Verdier, en tant qu'ambassadeur français du numérique, est-ce vous qui parlez aux responsables des plateformes et ont-ils ou certaines de ces plateformes se rendent-elles compte que quelque chose cloche? Donc je fais partie de ceux qui parlent aux plateformes. En fait, vous avez le numéro d'Elon Musk ou de Mark Zuckerberg? Non plus, mais juste en dessous, oui. On est nombreux parce qu'il y a de nombreux sujets par ailleurs. On a un énorme contentieux fiscal avec TikTok, par exemple, qui ne paye pas les ayants droit. On a des contentieux de tous ordres. Peut-être deux choses. Premièrement, je voudrais abonder quand vous avez dit à quel point ils savent lobbyer, en fait, et calmer les ONG. C'est assez simple. On peut voir l'histoire très précise du moment où la Silicon Valley, au tournant des années 2000, a décidé de copier délibérément les méthodes de lobbying des industries du tabac. Et c'est quand l'Europe a commencé à les claquer
Au début, d'ailleurs, c'était sur le debundling, vous vous rappelez, de navigateur Explorer et de Windows. Et tout d'un coup, ils se sont dit, mince, le politique s'intéresse à nous, il faut qu'on mette le paquet. Je ne sais pas si vous savez tous dans cette salle qu'à Bruxelles, il y a 2 fois plus de lobbyistes que de membres du Parlement. Donc en moyenne, chaque membre du Parlement reçoit 2 lobbyistes par jour, quoi. C'est le monde dans lequel nous sommes entrés. Et effectivement, c'est quand même des entreprises qui voudraient être respectables. Donc quand on parle d'enlever des contenus pédopornographiques ou des images terroristes, ils coopèrent loyalement. Et d'ailleurs, ils y croient, je n'ai pas dit le contraire. Mais quand on commence à parler de la question du modèle économique lui-même et de ses effets délétères, or, on l'a dit entre les lignes, mais on ne l'a pas dit à fond, c'est un modèle économique qui a besoin de polarisation. C'est un modèle économique qui, pour susciter l'engagement, a besoin de colère, a besoin de dissensus. Et qui, tacitement, parce que personne ne s'est dit un matin, je vais pousser les fous dingues, il a juste demandé à de petits algorithmes de vous donner plus de ce que vous allez liker plus. Mais on est tous humains, ou d'ailleurs on est tous des primates, ou on est tous des animaux, c'est-à-dire que quand il y a un truc qui a l'air fou, ou dangereux, ou effrayant, on regarde plus. Donc il nous donne de plus en plus d'excès. Et peut-être c'est ce que je voulais dire, alors notamment, je crois profondément à la Journalist Trust Initiative, enfin à l'idée qu'il va falloir trouver un moyen de donner un poids spécifique à l'information de qualité, disons pas vérité, celle qui a été construite avec certains standards et dans une recherche loyale de comprendre ce qui se passe. Mais en revanche, il ne faut pas s'y tromper, le problème de la désinformation, ce n'est pas tellement la circulation d'idées fausses. Et je ne sais pas si vous avez tous vu là, mais il y a un sondage du Pew Research Institute hier. Donc aujourd'hui, quand on ouvre la toile, on a l'impression que la toile est 80% pro-russe, que tout le monde est pour Poutine. Et puis on a fait un sondage dans 25 pays qui montre que 82% des gens dans 25 pays savent qu'on se fout de leur gueule et que Poutine ment et qu'on ne peut pas le croire. Donc en fait, il ne faut pas non plus... Donc, le problème, ce n'est pas tellement la circulation d'idées fausses. Le problème, c'est la tension, la polarisation, la colère, la défiance envers les institutions et quelque chose qui mine la démocratie, mais dans des fondements plus profonds, en fait. Et là, pour le coup, il y a de l'impact. Il y a de nombreuses études dans tous les sens qui montrent que la vie politique en Europe, aux États-Unis, se polarise, qu'il n'y a plus jamais de possibilité d'accord transpartisan, que la société se clive entre système et antisystème, il est là le problème, et c'est à ça qu'il faut trouver des solutions. David Chavalarias, dans votre exposé tout à l'heure, vous avez beaucoup parlé de Facebook, plus encore de Twitter. Le choix de la plateforme est crucial pour les utilisateurs. Les conditions générales d'utilisation sont différentes, et on aurait tort d'imaginer que lorsqu'on parle de réseaux sociaux, il n'y a que ces géants-là. Oui, alors ça, c'est vraiment très important. Quelque chose qui est vraiment symptomatique, c'est beaucoup de gens parlent de liberté d'expression, Musk le premier. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que sur les plateformes, il n'y a pas de question de liberté d'expression n'a pas de sens. C'est une entreprise privée, il n'y a que les conditions d'utilisation. Et donc, il faut lire les conditions d'utilisation. Celles qu'on a toujours tendance à accepter voilà. Et donc, mécaniquement. Je ne sais pas si vous avez lu, par exemple, les dernières conditions d'utilisation de Twitter, mais je vais vous faire un parallèle. Imaginez que vous êtes dans un pays où la Poste... Elle vous dit, vous envoyez des lettres, j'ai le droit de les ouvrir, j'ai le droit de les lire, j'ai le droit de les modifier, j'ai le droit de les diffuser ou de ne pas les diffuser, et j'ai le droit d'envoyer autre chose à votre correspondant. Qu'est-ce que vous faites dans ce pays-là? Vous utilisez la Poste? C'est exactement, et en plus, je ne suis responsable de rien, c'est-à-dire que si, je ne suis pas responsable. Donc c'est exactement les termes qu'il y a dans les conditions actuelles de Twitter. Il se donne le droit, évidemment, de lire, de stocker. Vous cédez la propriété intellectuelle, il se donne le droit de modifier le contenu, de ne pas le diffuser, et évidemment de faire plein d'autres choses avec vos données. Donc, et ça, je pense que les utilisateurs ne sont pas assez sensibilisés à ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que ces plateformes-là, il y a d'autres modèles, on parle souvent par exemple de Mastodon, mais il y en a plein d'autres, et il y en a plein d'autres aussi qui sont en train d'émerger aussi au sein des GAFAM qui essaient de récupérer ça. Mais sensibiliser le public en disant, quand vous êtes sur un réseau social, en fait, vous êtes dans des conditions d'utilisation particulières, et en les lisant, vous allez comprendre ce à quoi s'autorise la plateforme. Ça, c'est très important. Et effectivement, il y a plein d'alternatives. Et on revient à la question de tout à l'heure. C'est pourquoi, au niveau de l'État, la société civile le fait déjà un peu, on n'essaye pas de favoriser des réseaux
qui ont des conditions d'utilisation plutôt saines et pro-démocratiques, on va dire. Aïcha Dabo, avec votre réseau de blogueurs d'Afrique TV, justement, avez-vous des recommandations ou leur faites-vous des recommandations sur les plateformes qu'ils doivent utiliser ou pas, ce qu'ils doivent poster comme type de contenu ou pas? Parce que les usages sont là tout de même. Je veux dire, on ne peut pas faire migrer tout le monde d'une plateforme vers une autre. C'est pas aussi simple que ça. Effectivement, je vais donner l'exemple de lorsque les règles d'utilisation de WhatsApp ont changé, beaucoup de gens ont migré vers Signal, que beaucoup ont découvert. Et que, beaucoup, tout est relatif. Oui, relatif bien sûr, parce qu'on avait les notifications. En fait, nous, on utilise dans nos formations, il y avait Redphone et TechSecure avant Signal, donc on avait l'habitude. Et après les formations, tout le monde n'utilisait pas forcément Signal, mais lorsqu'il y a eu les règles d'utilisation, il y a eu beaucoup de gens qui ont migré, mais ça a été de courte durée. Et bon, après, tout le monde est revenu sur WhatsApp parce que c'est l'outil le plus utilisé, en tout cas, dans les zones où on communique. Et ça ne veut pas dire que Signal n'est plus utilisé. Pour les communications un peu plus sécurisées, un peu plus sensibles, ça continue, mais WhatsApp reste l'outil favorisé. Maintenant, nous, dans notre formation, depuis les débuts, parce qu'on a commencé, je dirais, dans les années 2010 et jusqu'en 2012 avec l'initiative SUNU 2012 pour l'observation citoyenne des élections. Donc, ça a été une utilisation toujours responsable. C'est des messages qu'on fait passer, on montre les outils et tout. Ça ne veut pas dire que les gens vont assimiler tout, mais il y a une part, en fait, être africativiste, en fait, il faut être assez responsable dans la diffusion, dans la vérification de ce que vous publiez, aussi dans la sensibilisation de votre entourage ou des personnes avec lesquelles vous interagissez. Henri Verdier voulait rebondir sur les CGU et j'aimerais qu'on embraye à Brest sur les questions de régulation, justement, qui peuvent être en lien avec ces conditions générales d'utilisation. D'accord, vous me direz s'il y a une question sur les régulations. Bon, d'abord, oui, c'est extrêmement important, cette question des conditions générales d'utilisation. En fait, dans beaucoup d'endroits, c'est la common law. En fait, le droit de la régulation des contenus, le droit de la vie privée, il gît dans des conditions générales d'utilisation qu'on ne lit pas, qui de toute façon changent tous les 15 jours sans qu'on vous le dise, et qui se dispersent entre régime juridique, etc. Je voulais vous signaler, parce que ça peut intéresser certains dans la salle, avec mon équipe, on a essayé de donner une ressource pour les gens qui veulent mieux voir ces conditions d'utilisation et dans quel sens elles évoluent. Donc si vous avez en ligne et que vous cherchez opentermsarchive.org, vous trouverez la base de données des conditions générales d'utilisation de 650 entreprises et comment elles évoluent. On attaque toutes les 4 heures pour scraper et pour voir les changements. Et d'une manière qui est faite pour les réutilisations, donc tout est libre, le logiciel est sur GitHub, vous pouvez télécharger les contenus, et surtout vous pouvez venir contribuer avec nous, c'est un commun, et la gouvernance est assurée par la collectivité des contributeurs, et on pense qu'il est essentiel de rééquilibrer un peu le pouvoir, et de donner à tout le monde d'ailleurs, y compris aux entreprises, des moyens d'en avoir le cœur net et de comprendre ce qui se passe. Ça réserve des surprises magnifiques. Par exemple, je peux vous dire qu'au début du Covid, la première semaine du Covid, Airbnb et Alibaba ont changé la définition de leur service en disant « Non, je ne vous ai pas vendu une chambre d'hôtel parce que je serais responsable si vous tombiez malade. Je vous ai mis en relation avec quelqu'un qui vous a vendu une chambre d'hôtel, donc c'est lui le responsable. » Et Alibaba a fait pareil. Donc, vous voyez des choses magnifiques. Et en particulier, on a commencé à en parler avec la francophonie. J'espère qu'on va le faire cette année. Mais sinon, vous pouvez le faire vous. J'aimerais beaucoup qu'on utilise OpenTermsArchive pour juste mesurer la distance entre les conditions générales d'utilisation qui sont appliquées en Afrique et en Europe, où il y a un DSA, un RGPD, enfin des règles très dures. Peut-être que c'est là qu'on peut... J'aimerais beaucoup que les pays d'Afrique puissent simplement, grâce à cet outil qui est neutre, qui est objectif, dire « Mais excusez-moi, pourquoi nous, on n'a pas ces sécurités-là ? Pourquoi vous protégez la vie privée en Europe et pas chez nous ?» mais qu'on l'objective. Parce qu'aujourd'hui, c'est fait pour ne pas être lu, disons-le quand même. Elles sont plus longues qu'un roman de Victor Hugo. Mais vraiment,
Elles sont plus longues, en tout cas, que quelqu'un avait compté que la pièce de théâtre Cyrano de Bergerac. Et de toute façon, même si vous les lisez une fois, ça change tous les 15 jours et les changements ne vous sont pas notifiés. D'ailleurs, je me demande si en droit, un internaute ne pourrait pas dire « je suis désolé, quand j'ai signé, ce n'était pas ça, donc moi, je n'ai pas accepté vos CGI ». Donc vous souhaitez qu'il y ait vous pensez que la réponse, c'est la régulation dans un dialogue qui doit être, selon vous, serré. Il faut qu'il y ait un cadre public respectueux, responsable et sûr. Et dans l'idée, eh bien, qu'il soit en Europe, puisque il y a déjà des choses qui vont dans le bon sens, mais si possible, qu'il s'applique au plus grand nombre à travers le monde. Oui. En fait, les médias, c'est une profession très particulière. Ça a toujours été l'objet d'une régulation très difficile d'ailleurs, parce qu'il faut à la fois garantir l'autonomie, la liberté de la presse, mais construire un régime de responsabilité. Et la grande loi sur la liberté de la presse en France, c'est aussi une loi de responsabilité des médias. C'est pas juste le droit d'écrire tout ce qui vous passe par la tête et d'insulter des gens et d'appeler au meurtre. Bon, ça a toujours été très régulé. L'erreur historique des États-Unis et de l'Europe, ça a été tout simplement de considérer que les réseaux sociaux n'étaient pas des médias. Alors, ils ne sont pas des médias, ils sont des industries de curation et de sélection et de promotion. Mais on leur a appliqué les réglementations des industries d'hébergement, en fait. On les a traités comme un fournisseur d'accès Internet ou une plateforme d'hébergement de blogs. Alors, il faut dire que les réseaux sociaux, ils sont nés en 2005, c'est-à-dire quasiment l'année d'après la décision que les industries d'hébergement qui sont neutres au contenu n'étaient pas responsables des contenus. En France, c'est dans la loi sur la confiance dans l'économie numérique en 2004 et Facebook né en 2005. Donc on était tout contents. On avait trouvé un cadre où on avait dit les gens qui font de l'hébergement, ils ne sont pas responsables du contenu, ce qui était une sécurité d'ailleurs, hein. Mais ils doivent coopérer avec les autorités légitimes. Quand on leur signale un contenu délictueux, ils doivent l'enlever. 2005 arrive Facebook, il dit bah, moi je suis une plateforme d'hébergement. 2004, 2005 c'est YouTube, 2006 c'est Twitter. Peut-être que c'était vrai en 2004, 2005, 2006. En 2009, Google invente la publicité personnalisée et commence à sélectionner les contenus pour vous faire cliquer plus. Et là, on n'a pas vu le virage et on a perdu 10 ans parce qu'on les a traités comme s'ils étaient des infrastructures techniques, alors qu'en fait, ils ont un rôle éditorial majeur, massif, automatisé, avec des algos qu'eux-mêmes ne comprennent plus tout à fait. Et ils ont une responsabilité sur l'état de la société. Mais comme on l'a toujours fait dans l'histoire des médias, en France, les lois qui encadrent l'audiovisuel, les lois Bichet, je ne sais plus, c'est épais comme ça. Il y a des lois qui, depuis 1953, sont réécrites, qui disent qu'on ne peut pas posséder et une télé, et un média national, et une radio, qui donnent des... Et puis pour les réseaux sociaux, rien. Et donc on cherche le cadre de régulation. Et pour finir, je crois que l'Europe est en train d'en trouver un excellent, qui est le Digital Service Act, le DSA. Vous en avez peut-être entendu parler. Parce que là, on n'essaye pas de contrôler les réseaux sociaux. On essaye de construire une situation qui les obligera à être très responsables. C'est-à-dire, pour faire très très court, le DSA, ça dit, dans chaque pays d'Europe, il y aura une autorité indépendante puissante. Et ces réseaux auront l'obligation de publier chaque année un rapport d'analyse de risque. Est-ce que je vais créer un nouveau 6 janvier ? Il y a d'autres problèmes aussi. Hein. Quelqu'un a fait allusion, David, au rôle d'Instagram ou de TikTok sur la représentation de son propre corps et sur la contribution à des problèmes comme l'anorexie, etc. Ils devront nous dire, analyse du risque et qu'est-ce que je vais faire pour le corriger ? Mais les autorités indépendantes auront de larges pouvoirs d'audit. Elles pourront dire, vous dites que vous avez 30 000 modérateurs, montrez-moi quelle langue ils parlent. Combien ils parlent de langue africaine ? Vous dites que vous... Et puis montrez-moi le cahier des charges que vous leur donnez. Montrez-moi comment vous leur dites ce qui est interdit. Vous dites que vos algos ne feront plus de prochain 6 janvier ? Ok, je peux voir les algos, je peux voir les données, je peux voir les contenus que vous avez enlevés. Et on espère vraiment qu'après quelques années d'un dialogue serré comme ça, on va pouvoir faire évoluer le système dans la bonne direction. Thibaut Brutin, Reporters sans frontières, suit de près ces discussions à Bruxelles et tente aussi de faire passer des messages pour qu'il y ait des choses dans ce texte. Absolument. Je pense que ce qui est important de voir aussi, c'est que tout le monde doit faire un peu son mea culpa dans cette affaire. Alors bien sûr, on ne pouvait pas penser qu'une appli qui servait à savoir quelles étaient les personnes qui allaient aux soirées à Harvard allait devenir quelque chose qui domine la conversation publique. Mais quand même, il faut reconnaître que les pouvoirs publics, et les médias eux-mêmes aussi, n'ont pas pris
en compte toute la spécificité de ces nouveaux acteurs. Et c'est vrai qu'encore aujourd'hui, moi je rencontre des parlementaires qui me disent oui, mais ne devrait-on pas donner à Facebook, à Google, des responsabilités de rédaction en chef? Alors moi, ça me fait très très peur. Je ne sais pas si vous imaginez, Mark Zuckerberg, rédacteur en chef de l'humanité, ça fait un peu peur quand même. Et c'est là où, en fait, il faut revenir au fondement. Alors nous, on défend l'idée que les plateformes sont des acteurs d'intérêt public, que c'est des services d'intérêt général, en quelque sorte, qu'on aurait délégué. Il faudrait réinventer une fiction juridique qu'on aurait dû faire dès le départ, un peu comme les services d'eau ou d'électricité sont des services tellement essentiels pour les populations que les acteurs privés qui opèrent ces services-là ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent, les prix sont encadrés, il y a un principe de non-exclusion, etc. Donc nous, à notre sens, c'est vers ça qu'il faut tendre. Il faut peut-être arrêter ce qui a longtemps été une tentation, puisque effectivement, beaucoup de dirigeants de pouvoir public, d'acteurs publics, couraient un peu comme des poulets sans tête en se disant qu'est-ce qu'on va faire, et là-dessus, les plateformes se sont engouffrées. Il y a eu une forme de facilité. La co-régulation, qui a été un mot très à la mode pendant quelques temps, nous, on a l'impression, RSF, que le temps de la co-régulation est passé. C'est-à-dire que mettre tout le monde autour de la table, faire du multi-stakeholderism, comme on disait aussi, pour se tenir tous par la main en disant comment on va régler le problème, c'est pas juste, puisque nous n'avons pas tous la même place à la table et nous n'avons pas tous les mêmes responsabilités. Donc il faut revenir dans le jeu de la régulation, à notre sens. Ce qui se passe à Bruxelles, nous on le suit de très près, on trouve que c'est bien, c'est encourageant. Quand on voit par exemple le code de pratique sur la désinformation, c'est déjà un peu plus compliqué comme exercice, que des exercices qui sont fondés sur à la fois le bon vouloir des acteurs. On a vu que Twitter s'est désengagé de ce code de pratique sur la désinformation. Donc il faut remettre de la régulation, du régalien dedans, et c'est vraiment fondamental. La notion d'entité structurante que RSF porte depuis des années pour définir ces acteurs est en bonne voie d'être promu, et c'est quelque chose qui nous paraît essentiel pour éviter de retomber dans des catégories juridiques plus historiquement associées à la presse et qui ne conviennent pas pour ces acteurs-là. Peut-être pour finir, dire qu'il y a des choses qui se passent à Bruxelles. Nous, on a, avec le soutien d'un certain nombre d'États, au nombre de 50 désormais, un partenariat sur l'information et la démocratie. Nous, RSF est un des acteurs, et ça permet de créer, au niveau des ministères en charge de la régulation du numérique, une enceinte de discussion. Il y a eu une première réunion sur la Journalism Trust Initiative il y a quelques semaines avec plus de 27 États, si je ne me trompe pas, qui étaient représentés. Donc il faut créer cette dynamique, pas seulement en Europe, plus largement, et il faut sortir de la co-régulation pour rentrer dans une logique de solution. Un peu comme un certain nombre d'activistes du climat vous disent mais les solutions sont là, pourquoi ne les mettons pas en œuvre? Nous, on pense que c'est à peu près la même chose sur la régulation du monde digital et la promotion du journalisme fiable. Il y a des solutions, il faut les mettre en œuvre, il faut les faire circuler, et je crois que c'est quelque chose qui est notre responsabilité collective. David Chaval-Arias, vous estimez que les textes, notamment européens, vont dans le bon sens, et aussi, vous prêchez pour votre paroisse, vous souhaiteriez que les États et les plateformes écoutent aussi davantage les chercheurs. Alors, non seulement j'aimerais qu'elles les écoutent, mais j'aimerais qu'on nous donne les moyens de travailler. Tout ce que je vous ai montré, par exemple, tout à l'heure, n'est plus possible depuis à peu près un mois, puisque Twitter a fermé toutes ses API, et que par ailleurs, Reddit aussi a enchaîné. Ils ont aussi commencé à fermer leurs données, et que les autres plateformes, elles sont tout simplement, n'ont jamais été ouvertes. Donc effectivement, c'est important que les chercheurs, les ONG puissent mettre leur nez là-dedans et faire des analyses, parce que ça prend du temps, hein. Ce que je vous ai montré, en gros, c'est 5 ans de travail pour avoir le recul, etc., l'analyse dynamique. Donc il faut qu'on puisse avoir cette capacité de fouiller de manière assez approfondie pour mettre en avant les problèmes éventuels. Et une des choses assez symptomatiques qu'on voit, par exemple, avec le DSA, c'est que avec le DSA, DMA, etc., les décideurs ont compris qu'il y avait un problème, mais on ne sait pas encore comment le résoudre, en fait. Et donc, on vient nous voir en disant qu'est-ce qu'il faudrait réguler, où est-ce qu'il faudrait couper, etc. Et en fait, c'est très, très compliqué. Même au sein de Facebook, ils ne comprennent pas comment l'effet systémique en fait, des milliers de règles qu'ils mettent en place. Et donc, il y a vraiment les réseaux sociaux, l'écosystème informationnel est un système complexe, au sens où, avec des propriétés assez compliquées à anticiper, avec juste la description sur le papier de ce que sont ces réseaux. Et donc, effectivement, il faut plus de recherche. Mais pour ça, enfin, plus de recherche, il y en a. Hein, il en faudrait en plus, mais il y en a déjà des travaux de qualité. Mais surtout, pour que cette recherche puisse être efficace et surtout continue,
il faut que les moyens soient donnés. Alors, d'après ce que j'ai compris, il y aura donc une version dans le DSA, enfin, un volet du DSA qui permettra aux chercheurs d'accéder à ces données, mais c'est toujours pas très clair. Parce que si, par exemple, pour accéder à ces données, à chaque fois, il faut remplir un formulaire pour dire pourquoi et exactement qu'est-ce qu'on veut trouver, en fait, ça va avoir aucun effet. Il faut arriver à avoir un accès ouvert, parce que, notamment en sciences, souvent, on découvre des choses. Voilà. Donc, plus de recherche, oui, mais plus de moyens pour la recherche. Je ne parle pas de moyens financiers, même si c'est souhaitable, mais de moyens d'accès, en fait, à l'objet lui-même. Aïcha Dabo, pour une meilleure coopération entre État, réseaux sociaux et société civile, il faudrait aussi qu'il y ait une approche régionale pour coller au plus près des usages et des réalités de chaque région du monde. C'est ce que vous estimez, un peu comme ce qui s'est fait en Afrique de l'Est notamment. Oui, en tout cas, il le faut parce que les réalités ne sont pas les mêmes, les contextes ne sont pas les mêmes, les sensibilités culturelles. Donc, il faut vraiment une régionalisation des approches. Récemment, la Convention de Malabo de l'Union africaine sur les données à caractère personnel et la cybersécurité est effective depuis, je pense, le mois dernier. Donc, c'est un document, un instrument que nous, on va utiliser dans nos échanges, aussi bien avec les États qu'avec les plateformes, et pas seulement au niveau de l'UA, mais au niveau des structures régionales économiques comme la CEDEAO, SADC et la communauté de l'Afrique centrale. Comme on l'a dit, hein, il faut que chacun s'y mette. C'est une responsabilité individuelle de tout un chacun, mais aussi des structures, que ce soit au niveau étatique que des plateformes, et aussi du citoyen, de l'utilisateur. Et j'ai des fois l'impression qu'on les relègue un peu alors qu'ils sont instrumentales dans ces solutions qu'on essaie de trouver. Vous estimez, vous souhaitez aussi que les États s'engagent et s'impliquent davantage sur l'éducation aux médias, mais aussi tout simplement l'éducation au numérique. Oui. Parce que voilà, nos enfants maintenant ont des smartphones dans les poches et l'utilisent sans savoir comment s'en servir. Enfin, en tout cas, ils y vont à volo. Effectivement, je pense que j'ai eu une discussion hier avec quelqu'un ici par rapport au besoin de changer les curriculums de nos écoles. Pour déjà l'adapter davantage à la réalité de tout un pays africain, et aussi, mais inclure cet aspect-là, parce que les nouvelles générations qui viennent sont déjà à l'intérieur. Donc, il faudrait qu'ils soient assez, qu'ils soient outillés en fait, parce que bon, it doesn't look good. J'ai l'impression que ça va continuer à s'empirer. Mais si l'utilisateur, que ça soit quelqu'un de le jeune âge, connaît le b.a.-ba, donc ça va atténuer un peu. Donc nous, on fait beaucoup d'éducation au numérique en tout cas, et nous collaborons aussi avec des structures étatiques pour s'assurer que dans les écoles, il y a des sessions de sensibilisation au niveau des marchés avec les femmes qui utilisent WhatsApp pour régler leurs problèmes de tontine ou bien pour vendre. Donc, on essaye, avec les maigres moyens, de toucher autant de profils divers que possible. C'est pourquoi, tout à l'heure, j'ai insisté sur le fait que les plateformes devraient penser à financer aussi ce genre d'action-là, parce que si on va en arriver à un moment où les États vont devoir agir, et souvent, c'est la répression, et ça n'arrangera personne. Il faut respecter les libertés fondamentales. Les plateformes devraient donc investir là-dedans et mettre en avant les contenus de désinfox, le fact-checking que vous appelez de vos voeux, pour que, bien, lorsqu'une infox s'affiche, on puisse avoir le contenu des infox à côté. Bien sûr. Donc l'infox ne s'affiche pas du tout. Mais, en tout cas, on espère qu'on en arrivera là. Et aussi, merci à David d'avoir indiqué ce biais de négativité, je pense que c'est le terme exact, qui fait qu'on a plus tendance à regarder ces thèmes. Mais si, par exemple, quelque chose pour WhatsApp, même si c'est privé, mais les groupes WhatsApp font beaucoup de dégâts. Et
ce genre d'exemple. Africa Check, qui est ici, a un bot WhatsApp qui publie les vérifications des informations si vous êtes inscrit sur le bot. Mais il faudrait davantage, en contextualisant avec des langages, les langues plutôt que nous utilisons de façon simple et tout, et diversifiée. Coller au plus près du contexte et des réalités. Bien sûr. On va prendre les questions du public. Si vous avez des questions, levez la main. Je vous invite à faire des prises de parole concises, s'il vous plaît, et à vous présenter si cela est nécessaire. Microphone is coming. Sachant qu'on ne vous voit pas. Donc levez très fort la main. Allez, on va allumer la salle. Ouais, merci. Merci beaucoup. Mehdi Chérif, je gère un réseau de clubs universitaires spécialisés dans la communication scientifique. Merci beaucoup pour ce panel. Quelques questions. D'abord à M. Chavalarias, comment est-ce que vous savez que c'est de l'astroturfing? Quand vous caractérisez quelque chose comme étant de l'astroturfing, comment est-ce que c'est les gens qui publient en même temps ou autre? Ensuite, il y a l'idée qu'a circulé que il faut réguler. Donc c'est une idée très intéressante. Est-ce que vous seriez au fait d'initiatives de réseaux sociaux alternatifs publics? Est-ce que vous pensez que l'idée de réseaux sociaux publics est recevable? Donc je vais me limiter à ces deux questions pour le moment. Merci. Merci. David Chavalarias. Oui, donc les questions d'astroturfing, donc il y a vraiment toute une branche de recherche, d'activité pour essayer de détecter ces choses-là. Nous, on le fait. Donc il y a plusieurs approches. Déjà, il y a des possibilités de qualifier statistiquement des comptes pour savoir s'ils ont un comportement douteux, ce qui ne permet pas de dire de manière déterministe si c'est un faux compte, robot, opéré, etc. Mais en probabilité, par contre, si vous voyez tout d'un coup 1000 comptes qui, en moyenne, sont plutôt tendance robot s'activer, c'est qu'il y a de l'astroturfing. On a pu aussi, par exemple, montrer pendant la campagne présidentielle de 2017 qu'en analysant les time zones autour de certains hashtags anti-Macron, que en fait, ces time zones avaient été perturbées les 2 semaines de l'entre-deux tours avec une signature qui était une signature étrangère. Donc là, vous pouvez dire, là, il y a un truc qui se passe et c'est des gens qui ne sont pas des citoyens qui viennent, etc. Donc il y a plusieurs techniques, notamment des techniques qui regardent aussi, par exemple, la temporalité. Et donc il y a des techniques. Et nous, ce qu'on a essayé de faire aussi, c'est avec ces cartes, on avait donc à disposition des journalistes la carte du paysage politique à l'heure actuelle, et ils pouvaient demander n'importe quoi, Camembert ou Wagner, etc., et voir en fait quelles sont les zones de la carte qui s'activent autour de ces types de messages. Et donc comme ça, on pouvait aussi voir, en plus de la question de l'astroturfing, en fait, de quels groupes sociaux venait une information. Et ça donne aussi un élément de contexte supplémentaire. Et pour la question des réseaux publics, je donne mon opinion très rapidement. En fait, il y en a quelques-uns. Donc tout à l'heure, on a évoqué Mastodon, mais Mastodon, c'est public au sens... oui, ça n'est pas public. C'est pas public, c'est ouvert, mais il y a la question de la support logiciel, savoir si c'est libre ou pas, et après, si on peut l'investir. Et là, par exemple, sur Mastodon, c'est porté par des initiatives privées, mais distribuées, et ne tiennent qu'à l'État d'investir ce type de technologie, de reprendre, c'est du libre, de l'améliorer, puisqu'il y avait effectivement certains défauts, et d'en faire des choses publiques. Henri Verdier, vous êtes pour l'open data, même peut-être un peu l'open source. Cette idée de réseau social public, vous en dites quoi? Pas qu'un peu, mais justement, ça fait 3 fois que la question vient, je voulais en dire un petit mot. L'Europe a essayé souvent de faire... dans la première partie de la réponse, pourquoi on ne le fait pas? Je pense qu'on a peut-être tort, mais à un moment, les gens se sont découragés. Parce qu'on a essayé de faire dans le passé des Google européens, des clouds européens. On a mis 300 millions sur la table, etc., en pure perte. À mon avis, non pas qu'on ne soit pas capable de le faire, mais parce que l'innovation telle qu'elle se fait dans la Silicon Valley, ces méthodes agiles où on pivote, etc., ce n'est pas la grande innovation planifiée que c'est d'habitude faire l'État. Il faut savoir changer d'avis en chemin, pivoter très vite, etc. Avec en plus un effet que tout le monde comprend, c'est que les réseaux... Vous savez, on parle parfois de la loi de Metcalfe, j'ai oublié le nom, que la valeur des réseaux sociaux, c'est comme le carré du nombre d'utilisateurs. C'est-à-dire, c'est très dur d'imposer un nouveau réseau si tous vos amis sont dans un autre, parce que vous arrivez... Moi, je suis Mastodon depuis la création, et l'État français y était depuis la création. On avait ouvert une instance d'État Lab, et même une instance de l'État français. Mais les gens ne nous ont pas retrouvés, parce qu'ils étaient encore sur Facebook. Ça, c'est la première remarque. Ce qui amène à une deuxième remarque.
Rapidement. Oui, rapidement mais très vite. conclure. Et par ailleurs, seriez-vous rassuré de savoir que finalement, le réseau social dans lequel vous échangez avec vos amis sur toutes les bêtises que vous faites le week-end, il appartient à l'État? Je ne suis pas sûr, en fait, que ce soit non plus la bonne solution. Donc la vraie question, c'est comment on pense ça. Quelqu'un a mentionné l'expression service public. Comment on impose des règles qui ressembleraient à celles du service public? Un devoir d'égalité, d'accessibilité, de transparence, l'interdiction complète de prendre le pouvoir sur l'économie et de devenir un intermédiaire malveillant qui contrôle tout le monde. Et ça, on peut le faire avec des acteurs, avec une bonne régulation. On peut le faire aussi avec des acteurs privés. Prenons d'autres questions, s'il vous plaît. Là, il y a une question, et j'en profite pour dire qu'il y a pas mal de questions d'internautes et qu'on prendra le temps aussi de relayer après. Ouais. Ah, allez-y. Alors bonjour, c'est Arzani Kamal, fondateur de Saxi. C'est un nouveau réseau social axé sur le live streaming en Algérie. Donc je vous ai entendu parler sur les responsabilités des réseaux sociaux et elles sont énormes. Mais qu'en est-il des nouveaux réseaux sociaux qui sont petits, qui essaient de démarrer? Est-ce que il y a des fonds pour les aider ou ils devraient par eux-mêmes gérer toutes voilà, les responsabilités liées à la data, liées à plusieurs aspects? Voilà, merci. On va prendre d'autres questions en même temps et on fera une réponse à la volée. Merci. Allez-y. Oui, c'est une question plutôt pour Henri Verdier. On a beaucoup parlé d'intelligence artificielle pendant le forum. Avec la multiplication des images générées par l'intelligence artificielle et qui sont de plus en plus réalistes et de plus en plus utilisées sur les réseaux sociaux, comment vous voyez une régulation à ce niveau-là? Prenons encore une troisième question et puis on y répondra. Enfin, nos invités y répondront, bien sûr. Yes, hello, good morning. My name is Nuzwa. Je m'appelle Nozwak Dawson de la Tanzanie. Récemment, Twitter a introduit des limites sur le data scrapping. Et est-ce que cela peut avoir un impact sur notre recherche et sur la désinformation pour trouver une réponse à ce problème? Vous voulez répondre avant qu'on prenne d'autres questions? Bon, très brièvement sur l'IA, ça va être compliqué parce qu'il faut bien voir que... D'abord, la première question, c'est est-ce on tend vers un monde où il y aura un monopole de l'IA générative avec 2-3 entreprises, une qui appartiendra à Microsoft, une à M. Musk. Et dans ce cas-là, le premier problème que nous aurons, c'est notre liberté à tous. Ou est-ce qu'on va vers un monde où il y en aura plein? Et dans ce cas-là, le problème, c'est comment on pourra réguler alors qu'il y aura des tas de gens qui ne respecteront pas les cadres, par exemple, européens. Et alors où je parle, je ne sais pas. Je rentre d'une mission d'études à Silicon Valley, je commence à penser qu'on en aura plein. Qu'il y aura des modèles open source, des modèles à précision locale, exprès pour le droit, exprès pour la biologie, mais on n'est pas sûr encore. Ça, c'est la première remarque. Ensuite, il commence à y avoir des travaux un peu technosolutionnistes, en fait, pour essayer de... Par exemple, Apple prévoit de mettre une fonction qui permettrait d'encrypter dans l'image qu'elle a été faite par un téléphone tel jour, à telle heure, à tel endroit. On commence à avoir des choses comme ça, des réflexions sur le watermarking, où on demanderait aux quelques modèles d'IA qui existent, s'il y en a peu, mais s'il y en a 500, je ne sais pas ce qu'on fera, de mettre une preuve que ça vient de l'IA. À titre personnel, je n'y crois pas trop, parce que je pense que plus on créera des sécurités locales, plus on créera des insécurités ailleurs, puisque ça donnera encore plus de force aux pirates, qui pourra faire croire qu'il avait bénéficié d'une sécurité. Et c'est peut-être une bonne nouvelle pour vous. Parce que moi, personnellement, mais c'est tout à fait personnel, je pense qu'à la fin, la seule chose à laquelle on pourra croire, c'est un média qu'on connaît bien, qu'on connaît depuis 10 ans, dont on sait comment il a réagi quand il était dans l'opposition, quand il était avec la majorité, quand il y a eu une polémique. Et c'est peut-être le retour du média comme une sorte de contrat moral entre le lecteur et l'organe de presse. Ça va peut-être être le seul moyen d'en avoir le cœur net, en fait. Voilà. David Chavalaria sur le data scrapping. En français ou en anglais? En français, il y a la traduction simultanée. Oui, donc la question c'était le data scrapping, c'est-à-dire le fait d'attraper les données comme elles s'affichent dans votre navigateur avec des différents outils pour attraper les données d'une plateforme. Et là, Twitter vient d'interdire notamment ces choses-là. Alors, il faut savoir que plusieurs plateformes font en sorte que vous ne puissiez pas le faire.
Alors effectivement, oui, ça va. Et la question, donc, c'est est-ce que ça va empêcher les travaux? Alors oui, ça va empêcher les travaux, mais en fait, le problème, là, je vous ai beaucoup parlé de Twitter. Pourquoi? Parce que Twitter, jusqu'à récemment, et maintenant c'est plus le cas, était l'une des rares plateformes qui donnait une partie de son flux, et pas en data strapping, mais par des API, donc des connecteurs informatiques, qui vous permettent d'absorber tout à fait légalement, enfin de manière autorisée, les flux. Donc c'est pour ça que beaucoup de chercheurs ont travaillé sur Twitter et que ça a été un peu un animal modèle du réseau social et qu'on a pu dire plein de choses. Le problème, c'est que donc, non seulement ces API, maintenant, il n'y a plus aucune plateforme qui le fait ça, mais en plus, les moyens détournés qu'on avait avant, par exemple de faire du scrapping, donc ce n'était pas prévu par la plateforme, mais c'était fait, sont de plus en plus déviés et verrouillés. Donc ça aussi, ça va nous empêcher de faire des analyses. Mais ça revient vraiment à la réflexion que je faisais tout à l'heure. C'est-à-dire que si les chercheurs, s'il n'y a pas une catégorie de la population qui est capable d'investiguer, de regarder qu'est-ce qui se passe sur ces grands réseaux, eh ben on est complètement à l'aveugle. Et à ce moment-là, on ne pourra pas qualifier les opérations de manipulation, les opérations d'astrodorphing, etc. Aïcha Dabo, peut-être si vous pouvez répondre à la question de monsieur sur la question des CGU, savoir s'il y a un fonds de CGU type qui existe quelque part, et puis quels organismes, quelles organisations peuvent solliciter une petite entreprise qui déciderait de lancer son réseau social aujourd'hui. Bon, là, j'en connais pas, mais bon, je pense à Deep Learning Indaba, mais ça, c'est pour les chercheurs en IA et Machine Learning. Donc, mais je vais vous revenir spécifiquement sur ça. Ok. Prenons d'autres questions dans la salle, s'il vous plaît. Levez la main. Et après, question d'internaute. Une dernière salle de questions et question d'internaute. Entendu. Une dernière salle de questions. Levez haut la main. Sinon, ça veut dire qu'on a déjà répondu à toutes vos questions et qu'on a réussi à ratisser large. Et je pense qu'on n'a pas complètement répondu à la question de monsieur sur l'émergence de nouveaux réseaux sociaux ou de petites plateformes nouvelles. Est-ce qu'il y a des dispositifs d'appui ou de... Thibaut Brutin, peut-être. Peut-être pas sur les dispositifs d'appui, ça je ne maîtrise pas, mais sachez qu'en tout cas, dans plusieurs législations nationales ou dans la législation européenne, il y a une distinction qui est faite entre les plateformes qui ont atteint un certain niveau d'audience et celles qui ont un niveau d'audience plus faible. L'idée, c'est de trouver un équilibre entre la nécessaire innovation, l'émergence de nouveaux acteurs et la sécurité, la responsabilité des plateformes. Et c'est là où je pense qu'il y a un équilibre à trouver qui est assez subtil, puisqu'il y a quand même la question du dessin, de la construction initiale, qui doit prendre en compte, en tout cas de notre point de vue, une grande partie des exigences qui pourraient être la responsabilité ensuite d'une plateforme de haut niveau. Donc c'est là où je pense qu'il y a quelque chose qui doit se faire dans la conception initiale, et en même temps, il ne faut pas assommer les nouveaux acteurs entrants avec toutes les responsabilités de Facebook, qui est un acteur systémique au sens où il y a des banques qui peuvent représenter un risque systémique pour une économie. Les acteurs les plus jeunes ne sont pas forcément ceux à qui on doit imposer toutes les responsabilités d'un géant américain. Julien, les questions d'internautes. Alors je crois qu'il y a une autre question là-bas. On va finir avec les questions de la salle, comme ça on aura bouclé. Je vous en prie. Okay. Hello, I am. Bonjour, Jola est mon nom. Je suis palestinienne. Alors, un grand problème pour ce qui est de Facebook elle-même. Mon nom, mon institution et les territoires occupés de la Palestine. Ce sont les informations qui apparaissent. Alors, RPEC. Si vous voulez publier ces informations seront prohibées. Donc, il y a une intervention Facebook qui agit délétèrement, de façon nocive, sur la liberté d'expression et qui occulte les deux versants du conflit. Donc, en tant que journaliste, nous avons mené une campagne pour demander aux utilisateurs d'émettre de mauvaises critiques à l'intention de ces applis Facebook. Ça a marché, il fallait quand même qu'ils discutent avec le Premier ministre et certains Palestiniens, des personnalités de premier plan. Mais bon, ce dialogue reste assez à la marge. Alors, j'étais surprise. Vous connaissez aussi des problèmes pour se mettre en rapport avec ces grandes plateformes. C'est incroyable qu'il n'y ait pas ce dialogue.
Alors, il y a aussi la dimension politique, certes, mais on ne peut pas même voir le détail des termes et conditions. Il y a certains termes qui sont très abscons dans le dictionnaire. Et si vous l'écrivez en arabe, c'est prohibé, mais le contraire est vrai pour l'hébreu et l'anglais. Moi, je suis thésarde dans le domaine de l'Internet et récemment, on a découvert que des gouvernements dans ces zones de conflit nomment des individus susceptibles d'être tués dans le cadre de ces conflits. Le nom, l'image seront supprimés dès sa publication. Donc en fait, on va au-delà des interventions, enfin la main de Mitter qu'on voit en Europe. Je viens d'une zone de conflit. Dès lors, on va dire que l'autorité palestinienne, quant à elle, bon, évidemment, il y a des limites à la liberté d'expression, mais ces autorités palestiniennes n'ont jamais fait autant de mal qu'a fait Facebook, notamment, à notre endroit. Alors, quand nous avons fait un rating sur Facebook, il fallait quand même qu'ils se mettent en rapport avec le Premier ministre. Voilà, donc quelle stratégie est-ce que vous pouvez mettre en œuvre? Alors, il y a plus d'1 million de suiveurs. Chez nous, nous avons atteint 43 millions en très peu de temps. Maintenant, notre population s'est épanouie jusqu'à 1 million parce que nous avons revu nos termes et conditions. Exactement. Et moi, je voulais prendre un autre... Maybe I'll answer in English. Je vais répondre en anglais, peut-être. Alors, il y a une problématique chez Meta. C'est une problématique qui est la même avec YouTube. Il est intéressant de constater, je ne sais pas, je ne connais pas précisément ce qui se passe en Palestine avec Meta, mais récemment, j'ai pu travailler avec sur la question des médias russes en exil. Alors Meta a arrêté de relier des Russes qui passent sur YouTube. Mais ces médias russes en exil sont visualisés par des millions de personnes par mois. Donc il y a ces entités indépendantes qui évoluent dans l'espace européen, mais qui se voient privées de toutes sources de revenus. Pourquoi? Parce que YouTube a pris la décision semi-arbitraire de retirer des contenus. Donc on a parlé des lacunes fiscales ou lacunes juridiques, mais il y a aussi cette sphère de l'arbitraire qui convient de réduire. Alors qu'est-ce que nous avons fait? Ces entités russes, on a parlé, enfin, on a essayé de lancer des campagnes de sensibilisation et de plaidoyer. Ce sont les entreprises. Ils n'aiment pas qu'on mette le blâme sur elles. Bon, peut-être que ça va déverrouiller la situation, mais peut-être que vous avez un biais dans l'algorithme, peut-être qu'il y a des solutions techniques. En même temps, ce qu'il faut faire bouger, c'est de passer d'une solution ad hoc vers une solution systématique. Et c'est là où le bas blesse, n'est-ce pas? Exactement, en mode radio, on respecte les créneaux. Donc d'abord un merci, notamment par exemple Solière Paca qui remercie tous les panélistes ici pour tous les discussions, les échanges. Des personnes aussi qui s'interrogent sur le fait que Twitter ayant été racheté par Elon Musk, évidemment, ça ne veut pas dire que Twitter était parfait avant, mais on peut évidemment s'inquiéter de l'évolution de ce réseau social qui reste quand même si central dans la vie publique de pas mal d'États. Et une dernière question notamment de Marie-Ange qui dit « Les pouvoirs publics semblent toujours avoir un temps de retard sur les évolutions de ces plateformes et les détournements d'usage des utilisateurs. Comment obtenir une meilleure réactivité dans les pays en voie de développement ?» Cette question est encore plus forte et je pense qu'ici, c'est un bon endroit pour poser cette question. Alors, qui souhaite reprendre le micro? Puis on en profite du coup pour faire un petit tour de table finale en 1 minute chacun, montre en main, Henri Verdier. Bon, est-ce qu'on a toujours un temps de retard? Oui et non. C'est-à-dire que certaines grandes lois bien conçues qui rappellent des principes fondamentaux, elles passent les décennies. Moi, je suis quand même fasciné par la loi informatique et liberté en France en 1978, qui aujourd'hui a servi de matrice au RGPD, et qui, par exemple, en 1978, disait déjà
on n'a pas le droit de prendre une décision sur une personne seulement avec une machine. Donc il y avait encore très peu d'ordinateurs, il n'y avait pas des robots partout, il n'y avait pas des algorithmes de filtres, etc. Mais la loi avait déjà donné un principe. Donc ça, les démocraties, elles savent poser des grands principes importants et vérifier ensuite si on les respecte. Ensuite, évidemment, l'invention, quand on va avoir des réseaux sociaux avec de l'IA générative dans le métaverse, payé en blockchain, on n'a pas un texte spécifique pour ça. Et peut-être tant mieux aussi, par ailleurs. C'est-à-dire que c'est quand même normal, enfin, le principe de la démocratie, c'est que c'est la responsabilité a posteriori. Les gens sont libres, et ensuite, s'ils déconnent, on réagit. On ne va pas commencer à dire, attention, n'allez pas par là, on ne sait jamais, c'est peut-être dangereux. Donc, pour partie aussi, on est obligé, en tant que démocratie, de jouer en deuxième rideau. Et peut-être, pour répondre aussi à madame et à la question plus globale, et ça sera peut-être mon mot de conclusion, votre question, elle souligne aussi ce que je disais au début, c'est que nous avons quelque chose qui fonctionne comme un espace public, mais qui en fait est privé. Et aujourd'hui, il y a aussi une liberté, ce sont des entreprises, elles ont une liberté d'innover, et nous, on leur demande de prendre leurs responsabilités pour respecter nos lois, mais on leur demande pas, on leur interdit pas d'en faire plus dans les textes. Et alors, pour partie, on comprend pourquoi. Si je veux demain créer un réseau social pour partager des photos de chats, et que j'interdis les gens qui veulent partager des photos de chiens, j'ai le droit. C'est ma liberté fondamentale d'entrepreneur. Et aujourd'hui, on a ce problème, c'est que des gens prennent des décisions au nom de leur liberté d'entrepreneur, mais qui ont des conséquences majeures sur la structure de l'espace public. À mon sens, il faudrait répondre à la question par l'autre bout. Quel espace public voulons-nous ? Comment on réimplante les principes de neutralité, de fairness. Je ne sais pas si vous connaissez ce qui a été longtemps la fairness doctrine des États-Unis, qui obligeait chaque média à présenter tous les aspects d'une controverse et qui a protégé les États-Unis pendant 50 ans jusqu'à ce que Reagan la suspende. Comment on s'entend, et là, pour le coup, la communauté internationale, les démocraties peuvent réfléchir sur quelles sont les règles fondamentales de l'espace public, et ensuite on va dire aux entreprises de médias, vous n'êtes pas des entreprises normales, vous avez l'obligation de vous inscrire dans ce cadre-là. David Chavalarias, une conclusion en 1 minute. Oui, juste pour réagir sur la question de Musk, etc., je pense qu'il vous a rendu un grand service si vous savez saisir l'opportunité. C'est-à-dire, ce qu'il a montré, c'est qu'en fait, ce qui existe sur tous les réseaux sociaux, c'est qu'un réseau social peut décider unilatéralement plein de choses, y compris d'aller contre ce qu'on pourrait penser être la liberté d'expression. Et ce dont on parlait tout à l'heure sur le ban de certains termes, eh bien, en fait, c'est juste qu'il faut comprendre que c'est des entreprises capitalistiques qui, à la fois, optimisent leurs revenus. Et donc, par exemple, il y a des pays où ils ne veulent pas s'embêter à avoir des traducteurs, etc. C'est trop cher, donc ils y vont un peu grosso modo. Et par-dessus, il y a aussi l'idéologie des propriétaires. Et donc, Musk a montré au monde entier que lui, il avait une idéologie qu'il était prêt à s'en servir au niveau mondial. Hein. Il a fait les Twitter Files, etc., etc. Mais en fait, les autres réseaux sociaux, même si c'est à plus bas bruit, aussi ils le font. Donc Meta aussi le font. Donc la question, c'est est-ce que vous arriverez à vous servir de cet événement-là pour faire comprendre à vos lecteurs qu'il y a un problème ? Et la question aussi, la deuxième question, c'est est-ce que vous allez rester sur Twitter ? Parce que, comme je disais tout à l'heure, les courants sont de plus en plus forts. Donc vous avez acheté un petit moteur dans l'ancien Twitter pour pouvoir lutter contre ces courants-là. Mais là, maintenant, les courants sont complètement différents. Et donc, ce réseau-là, à mon avis, c'est un réseau à fuir. Thibaut Brutin. Je ne vais pas faire le mec qui vend sa soupe, mais médias, rejoignez la Journalism Trust Initiative, c'est important. Et je pense que les gouvernements aussi, il faut qu'ils prennent en compte le fait qu'ils sont face à des entrepreneurs qui font montre d'une innovation technologique. Et donc, du coup, en réponse, il faut faire preuve d'innovation juridique, régulatoire. Et c'est vraiment quelque chose qui se cultive. Une agilité, une compréhension. Et sortir, ça vaut aussi pour les administrations, des logiques anciennes pour s'adapter véritablement à ce qui est à l'œuvre. Et puis, je pense que les médias, les organisations de la société civile doivent montrer leurs muscles, faire front commun pour obtenir des avancées, puisque effectivement là, de nouveaux changements technologiques sont déjà bien enclenchés. Il ne va pas falloir louper ce virage-là non plus. Donc je pense qu'il est vraiment important d'être unis. Aïcha Dabo, le mot de conclusion est à vous. Donc, pour répondre à la question sur en fait, la situation avec les États, surtout dans les pays en développement, moi je dirais qu'il faut que
spécifiquement pour l'Afrique, que les États s'ouvrent davantage aux différentes sections, que ce soit les universitaires, les chercheurs, les entrepreneurs et tout, et que ça ne soit pas des discussions selon la politique d'un régime. Il faut que ça se fasse dans la continuité, même lorsque les régimes changent, parce que Covid a montré qu'il y avait assez d'ingéniosité en fait sur le continent et de créativité pour faire face aux défis du moment. Et moi, je vais appeler à aller sur notre site africtvs.org pour voir tout le travail qu'on est en train de faire. Et les approches, modèles et projets sont open source. Ça peut être utilisé partout, adapté à votre contexte. Et aussi, on est accessible si vous avez besoin de plus d'informations. Merci Samira Julien, c'est à vous. Applaudissez nos invités, s'il vous plaît. Merci infiniment.